Bonjour et bonsoir à tous, je suis Joe et aujourd'hui pour ce deuxième épisode de la 7ème illusion à mauvais tour, nous allons vous parler de L'homme qui rétrécit. Film d'ouverture présenté par Ian Coonan, remakeant le film de Jack Arnold et réadaptant le livre de Mathewson. On peut directement se poser plusieurs questions sur l'utilité de ce remake, ce qu'il peut apporter au cinéma ou encore la place du cinéma de l'imaginaire de retour chez Ian Coonan qui avait quitté le cinéma pour parler de documentaires et puis pour revenir à de la comédie française avec mon cousin. Je suis encore avec le Tenenbaum et nous allons directement vous narrer le synopsis de ce film. Paul partage sa vie entre son entreprise et la construction navale, sa femme Élise et leur fille Mia. Lors d'une sortie en mer, Paul se retrouve confronté à un étrange phénomène météorologique inexpliqué. Dès lors, Paul rétrécit inexorablement. Sans que la science ne puisse lui expliquer pourquoi, ni lui aide d'aucun secours. Quand, par accident, il se retrouve prisonnier de sa propre cave, et alors qu'il n'est en aucune mesure de s'en sortir, ne mesurant que quelques centimètres, il va devoir se battre pour survivre. Le Tenenbaum, qu'as-tu pensé de ce film? Alors déjà, moi, je voudrais revenir sur Ian Coonan et puis le roman original, parce que voilà, alors, que ce soit Ian Coonan ou même le roman, c'est totale découverte pour moi. J'avais vu aucun film de Ian Coonan. Moi, je connaissais 99 francs, mais je l'avais jamais vu. Je connaissais Doberman, Coco, voilà. Et pareil, le roman, je le connaissais de loin, mais je savais de quoi ça parlait, mais je l'avais jamais lu, et puis j'avais pas vu non plus le film qui était sorti à l'époque. Donc c'était totale découverte. Et j'étais assez sceptique vis-à-vis du film parce que honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec Jean Dujardin. Et puis les premières bandes annonces m'avaient pas du tout emballé. Et en sortant du film, eh ben très honnêtement, j'ai passé un super moment. Je trouve que c'est un film de genre qui est quand même vraiment très très bien réussi, qui est très très qualitatif. Même si on en reparlera, moi je trouve qu'il y a quand même certains défauts, certains gros défauts. Euh, et qui sont même pas, en fait, malheureusement, qui sont même pas tant du fait du réalisateur. On reviendra dessus parce que lui-même a pu s'expliquer sur ça. Mais oui, en sortie de film, vraiment, j'ai passé un très bon moment, que ce soit la façon qu'a Kounen, on va dire, de désacraliser en quelque sorte le mythe du héros, le mythe de l'idéal masculin. C'est pas pour rien que voilà que c'est du Jardin qui est dans le film un beau marin bien musclé, voilà. Et là, je trouve que le film s'amuse pas mal à le tourner en ridicule, justement avec voilà avec ce qui lui arrive, hein, le fait qu'il jour après jour il rétrécisse. Euh, le film arrive vraiment à utiliser ça, à utiliser ces échelles de grandeur pour nous embarquer dans un vrai film d'aventure, hein. Un film de survie, un film d'aventure, mais aussi un film assez introspectif sur la condition humaine. Et moi, c'est sur ce côté-là où j'ai été pas mal surpris, en positif comme en négatif. Voilà. Donc ça, c'est globalement mon avis très rapide. Et toi, du coup? Ben, Ian Coonan, c'est un réel que j'adore. Il a fait Doberman, qui est un chef-d'œuvre français, de braquage, de pulp. C'était réellement ce film qui lance quasiment le New French Extremism encore plus loin que là où il avait été allé. Et évidemment, j'avais vu ces quelques courts-métrages. Vibro Boy, c'est incroyable. Regardez Vibro Boy. Et il a fait quelques films comme 99 francs, écrit par Beck BD, où on sentait qu'il avait réellement quelque chose à dire sur cette masculinité qui l'oppresse. Mais je pense que Yann Kounen est un cinéaste qui ne se prend pas vraiment au sérieux. Même si on le voit encore avec Dujardin, avec une image très masculine, je pense honnêtement que le film se fout de leur gueule royalement. 99 francs, c'est un film qui prenait les écrits de Beck BD et qui réellement se torchait avec dans un stoner movie complètement délirant où on n'a pas envie d'être ces personnages. Donc le voir arriver 10 ans après un abandon de cinéma fictionnel, il en a fait. Vaporwave, c'est techniquement de la fiction, mais c'est un film qui soutient le lobby de la cigarette électronique, donc il y a un message à dire. Yann Kounen mettait sa patte esthétique de côté pour s'en servir pour valider son discours sur la cigarette électronique. On ne jugera pas ici. Il a fait Antarctica, après, qui était un film en réalité spirituelle parce qu'il est fou de technologie. Et donc, quand il peut permettre au cinéma d'évoluer vers d'autres médiums
Il le fait. Il a fait moins 23 degrés, qui est un film qu'il a tourné au Groenland pour faire l'expérience musicale et clipper les clips de Molécules. Littéralement, ce qu'a fait Hamaguchi avec la forêt pour Le mal n'existe pas. Donc, on avait envie de le voir retourner au long. Il est avec Mon cousin en 2020 pendant le Covid. Oui, c'est de la comédie burlesque avec Vincent Lindon et François Damien. C'est pas tant réfléchi, mais il reste la patte Kounen. Dans ses répliques, il est avec L'homme qui rétrécit, et qu'est-ce que c'est bien? Il retourne au cinéma pulp, il retourne à la création sonore et visuelle au service de l'émotion. L'homme qui rétrécit, c'est pas seulement ce phénomène météorologique qui va impacter le corps de Dujardin, c'est ce non-dit émotionnel qui va réduire la qualité humaine d'un homme au néant pour le réduire qu'à sa pure instinct. Et réellement, toutes ces passes de dialogue, parce que le film est quasi muet en dialogue interne, voix off, par Dujardin, je le trouve d'un cynisme fou. Je trouve au contraire que la voix off ne valide pas son personnage, et que c'est Dujardin qui se clash lui-même. Et c'est sorti du Figaro, hein. On se souvient très bien. Cet homme aime la France, il aime son pays. Il ne condamne pas le Rassemblement national. Et justement, il est mis à mal dans ce film. Il est réduit à ses pulsions. Et réellement, en le déshumanisant, il en fait une créature. Et on rentre dans ce festival de mauvais tours par l'infiniment petit, qui reste pour l'instant un grand thème de ce début de festival. Oui, 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 non, c'est vrai que l'infiniment petit a vraiment sa place dans le festival. Voilà, on a pu voir Planète, donc qui est aussi un film qui parle d'un pissenlit qui se retrouve dans le cosmos et après on suit son voyage, voilà, dans l'espace sur une nouvelle planète. Et effectivement, ouais, le film parle de l'infiniment petit comme le reste du festival. Et du coup, oui, tu parlais de Dujardin, voilà, sur le fait qu'on le réduise à néant. Et moi, je me demande quand même, est-ce que pendant le tournage ou la post-production, est-ce qu'il avait conscience de ça, qu'on allait lui le ridiculiser, tu vois? Parce que on l'a dit, il y a pas mal de voix off dans le film, et les voix off, honnêtement, moi, elles m'ont beaucoup fait sourire, hein, parce que c'est quand même pas mal de phrases qu'on pourrait limite entendre sur des vidéos de développement personnel, où voilà, c'est ce jour-là que j'ai compris, j'étais perdu, je me suis retrouvé. Voilà, c'est vraiment que des phrases comme ça. Vraiment, pour apprendre à vivre, il faut apprendre à mourir. Voilà, c'est que des phrases comme ça. Et aujourd'hui, il est temps de réapprendre à survivre. Voilà. Et du coup, je me pose vraiment la question, est-ce que c'est volontairement fait pour le ridiculiser, on va dire, et mettre à néant cet ego masculin et, euh, et cette sorte de vanité humaine? Je trouve que dans ce film-là, on la ressent bien quand même, parce que tout le début du film nous montre quand même un personnage qui est sans être problématique ou quoi que ce soit, hein. On voit vraiment l'homme, le mari idéal en quelque sorte, hein, qui voilà, bien bâti, qui fait l'amour à sa femme, qui va chercher sa bonne bouteille de vin, qui regarde sa femme danser avec sa fille, voilà. Et il y a quelque chose justement de très drôle avec ce personnage où bah plus le film passe, plus on va réduire à néant ça. Mais moi, pendant tout le visionnage, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, est-ce que c'est vraiment ce que Kounen veut? Est-ce que c'est vraiment ce que Kounen veut? C'est-à-dire, est-ce qu'il veut vraiment qu'on rigole de lui, en quelque sorte? Et après coup, bah, on a pu avoir un échange avec le réalisateur. Et, euh, et là, bah, j'ai compris que lui-même, finalement, cette voix off, il en aurait pas mis autant. Il l'a expliqué qu'il voulait pas en mettre autant. C'est suite à des séances tests où les gens comprenaient pas énormément où il voulait aller. Donc, il en a rajouté. Et donc bah là, on comprend quand même que oui, bah en fait depuis le début, il veut vraiment ridiculiser cet idéal et on va dire remettre à sa place un petit peu l'humain et lui rappeler que fais gaffe, oublie pas que t'es tout petit dans l'univers, fais pas trop le fier, tu vois. Et donc ça, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé et le fait qu'ils utilisent du jardin pour ça et voilà, et c'est assez intelligent, hein. Et puis bah tout, on va en reparler, hein, mais tout ce qui est utilisé dans le film, voilà, pour mettre en scène cet univers, ce monde du petit, c'est vraiment, enfin c'est super bien fait, on y croit vraiment, hein. Enfin je sais pas toi, mais moi j'étais plongé dedans dans cette cave, voilà, où il essaye de survivre, ça fonctionne vraiment et on s'ennuie pas du tout. Ah, mais je vais te rejoindre.
Mais déjà, Koonen, l'ego masculin, il fait à peu près des films depuis 20 ans pour le détruire. Ouais. Après, voilà, comme je disais, vu que moi, j'ai vu aucun film de lui avant, bah, je savais pas encore voilà, qu'est-ce qu'il voulait raconter. Et puis, bah, quand on a pu parler un petit peu avec lui, voilà, j'ai compris que non, le film était vraiment très, très intelligent dans ce qu'il veut raconter. Parce que c'est vraiment l'anti-film de Mascu, Doberman qui prend ce gros genre misogyne, quel braquage, la manière dont il va traiter ses braqueurs. On n'est pas sur du casser des papels, on n'est pas là pour les iconiser. 99 francs, on n'est pas là pour montrer que la drogue, c'est trop bien et les hommes d'affaires, on les aime. Non, au contraire, même ce Los Angeles tourné au MK2 bibliothèque qui montre à quel point ils sont ridicules. Et on arrive sur L'homme qui rétrécit où oui, comme tu le dis, le son et l'image, on est à fond dedans. Parce que la maison devient une cathédrale où tout résonne. Tous les sons sont réfléchis par rapport à notre place dans l'univers. Plus l'homme est petit, plus l'univers est grand. Il nous remet à notre place. La Terre n'est pas un terrain de jeu. La Terre nous surplombe. Et c'est là que le film prend une dimension quasi métatextuelle. Koonen, ça a été toujours des terrains de jeu urbains où la rue et la ville devenaient kafkaïens. C'est la rue qui nous mange. La rue devient un terrain de jeu expressionniste où on s'attarde sur chaque détail, comment on peut filmer un détail pour qu'il nous surplombe. Et là, vu qu'on est petit, la ville n'existe pas. On est dans la ruralité. On va être dans une base balnéaire. On ne sait pas encore. Ça peut être un Havre, un Arcachon. Mais on reconnaît quelques territoires qu'on pourrait connaître sur la France. Mais du coup, on va rester de plonger dans la maison. Et c'est encore plus intéressant parce que la nature existe. C'est le premier vrai Koonen où la nature existe. On commence avec cette araignée qui peut être notre allié, mais plus l'homme va vers ses instincts, plus l'homme devient paranoïaque, plus l'araignée nous surplombe et devient une divinité grecque. Le Petit Prince de Saint-Exupéry ne veut pas seulement ici un mouton ou de l'innocence. C'est un soldat qui est contre nous. On ne peut pas lui faire confiance. Le chat qu'on a toujours dominé, maintenant qu'il est plus haut que nous, il peut nous détruire, tout comme notre fille. Qu'on gronde ou pas, maintenant c'est elle qui prend l'ascendant. Avec tout cet infiniment petit qui, au final, c'est lui qui prend l'ego pour nous surplomber. Il fallait que la leçon soit à ce niveau. Et franchement, on en sort limite avec des acouphènes tellement c'est bien. Ouais. Non, je suis vraiment d'accord. Et puis oui, bah, comme tu dis, en fait, on ne suit pas un bonhomme petit dans un monde normal. On suit vraiment, en fait, un homme de taille normale dans un monde qui devient immense. Et du coup, bah, tout par rapport à lui devient une menace. Voilà, il y a des scènes avec sa fille où au début, bah, il fait le monstre, voilà, en parlant fort pour lui faire peur. C'est un jeu qu'ils ont. Et puis, bah, il y a une scène où plus tard, c'est repris, où c'est sa fille qui fait le monstre, mais lui, il est tout petit. Et donc, bah, ça lui, enfin, le son est démultiplié, ça devient une menace pour lui instantanément. Et c'est là que vraiment tu ressens toute la fragilité qu'il y a en lui. Il devient instantanément super fragile. La moindre chose peut le tuer. Et Koonen utilise vraiment l'environnement, mais merveilleusement bien. On va partir dans la partie spoil. Voilà, donc oui, il y a plutôt dans le film, donc quand il est encore d'une taille normale, on voit le film met plusieurs indices. Voilà, on voit un moment une fuite d'eau au niveau d'un ballon d'eau chaude. Et ben ça, c'est utilisé plus tard, voilà, où Koonen fait que le personnage de Dujardin utilise cette fuite d'eau pour se laver. Et même dans l'impact qu'on ressent de la goutte d'eau, on sent qu'elle est super lourde pour lui. On a l'impression qu'il se prend vraiment 4 litres d'eau sur la tête et que c'est super lourd. En fait, la moindre chose qui peut, dans l'environnement classique, être un détail, là, devient démultiplié. Et je trouve que dans la mise en scène, que ce soit par le son, par l'image, Koonen arrive, mais c'est formidable la façon qu'il a de nous faire ressentir ces échelles de grandeur. Voilà, donc comme je disais, il y a une fuite avec un ballon, il y a une araignée où on voit plutôt, voilà, où Dujardin explique à sa fille, non, on va pas tuer l'araignée parce que elle tue les moustiques. On se doute bien que plus tard, il va voir l'araignée et là, il nous propose une scène, on est quasiment dans le Seigneur des Anneaux. Oui, on est très clairement dans le gouffre de Helm où l'araignée, c'est quasiment l'araignée d'Arthur et les Minimoys où là, on est dans de l'épique. On n'est rien qu'avec une épingle, une aiguille de fil
il va réussir, il va la défier. Et ici, il n'est plus simplement Dujardin ou Bilbo, il devient Peter Pan dans son accoutrement, dans sa dague. Et là, l'imaginaire de Koonen reprend. On voit bien que l'araignée, elle est retravaillée numériquement. On s'en doute, mais l'illusion prend. C'est pas tant l'araignée qui arrive, c'est la menace qui est sur nous. C'est celle qui était notre alliée autrefois. Maintenant qu'on perd l'humanité, maintenant qu'on perd tout le monde est contre nous. Et là, vraiment, on part dans un trip entre Eternal Sunshine of the Spotless Mind et Le Seigneur des Anneaux, absolument bluffant. Ouais. Et sur ça, je voudrais juste rebondir pour féliciter franchement Alexandre Desplat pour la musique du film, que je trouve assez dingue. Hein. Que ce soit les scènes de... Voilà, il y a une scène de combat avec l'araignée, tous ces moments un petit peu plus introspectifs, contemplatifs, où Dujardin, on va dire, se rend compte de l'immensité du monde face à lui et de sa beauté. La musique de Desplat, elle fonctionne vraiment bien. Hein. Non, mais Alexandre Desplat, vraiment, on le reconnaît à la première note de piano. Ça fait plaisir. Et mec, t'es trop fort, quoi. En une semaine de timelapse, vraiment, vous allez découvrir les 2 meilleurs BO de l'année, que sont L'Homme qui rétrécit et Frankenstein. Toutes 2 réalisées par Alexandre Desplat. J'étais même pas au courant pour Frankenstein. Donc ouais, non, là, vraiment... de toute façon, j'ai toujours adoré cet artiste. Hein. Mais là, le fait qu'il enchaîne ça... Puis je pense qu'il a tellement d'autres projets aussi en cours. Ah non, mais cette année, vraiment, il n'a proposé aucun mauvais track cette année. Et c'est assez bluffant quand on sait que d'autres génies de la musique vraiment commencent un peu à patiner. Lui, toujours constant. Et le thème de l'araignée, mais... Ah mais oui. C'est super épique en fait. Le film se passe, on va dire, dans 70% du film se passe dans une cave, peut-être même 80%. Hein. 80% du film, hein, clairement. Se passe dans une cave où il y a littéralement un escalier, un aquarium, un ballon d'eau chaude, et puis des cartons par-ci par-là. Et il arrive avec ça à nous plonger vraiment dans un film d'aventure. Et les techniques utilisées, on y croit vraiment. Oui, on peut, l'araignée, on voit clairement qu'elle est on voit les effets spéciaux sur l'araignée, mais ça, c'est pas du tout dérangeant. Et puis tout le reste est vraiment bien fait. On croit vraiment que Dujardin est dans une cave immense. Ça résonne. La moindre petite aspérité sur le mur, pour lui, ça peut vraiment être ça peut vraiment être un point d'appui pour escalader, limite un balcon pour se coucher et dormir, en fait. Vraiment, il utilise tellement bien son environnement. Je trouve que c'est vraiment super bien maîtrisé de ce côté-là. Non, mais oui, il y a une manière de... Plus il va même dans cette cave, plus il va rétrécir. Plus le monde est de plus en plus matérialiste pour lui. Chaque aspérité du monde ressort encore plus il devient petit. Et oui, à la fin, où il est littéralement qu'une fourmi ouvrière, encore une fois, ce film est de gauche, ce film est matérialiste, réussit à sortir à travers même ses barreaux. Ça montre 2 choses. Ça montre que oui, plus on est réifié, plus on comprend cette société, d'un côté. Et de l'autre, vraiment qu'un petit homme barbu grisonnant finisse derrière les barreaux, ça nous fait plaisir. Surtout quand ce petit homme qui a déjà été interprété par Nicolas Sarkozy récemment le fait vraiment dans la vraie vie. Oui, non, mais on peut pas s'empêcher de voir une sorte d'adaptation indirecte des vacances du petit Nicolas à Arcachon. Oui. Du coup, pendant toute la séance, moi, je souriais un petit peu. J'arrêtais pas de penser à ça. En plus, avec les phrases de Jean Dujardin en voix qui nous font penser au temps des tempêtes. C'est fantastique. Ah oui, mais vraiment, quel régal, vraiment. Régal auditif, régal pour le mixage, régal pour Dujardin, régal pour Sarkozy. Tu penses qu'il va aimer le film ? Je pense qu'il va beaucoup se reconnaître. Tu vois que son fils se portera des mangues en prison. Et même sa femme qui danse, vraiment, j'ai pensé à Carla Bruni. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui... Je pense que c'est aussi parce que, comme Dujardin a interprété Nicolas Sarkozy, on y pense aussi. Et puis aussi, on va dire la tournure que prend, moi, je trouve, que prend Jean Dujardin. Bon, elle n'est pas vraiment pour me plaire, mais on va dire que c'est une tournure qui, indirectement, va nous faire penser de plus en plus à Sarkozy, hein, et puis à cette France, on va dire, France fière, mais qui,
quand elle le dit, en fait, elle le dit sur un ton où, ouais, c'est. Et du coup, le fait d'avoir utilisé Jean Dujardin dans ce film-là, moi, ça renforce mais tellement en plus cette idée de misanthropie, hein, en fait, qu'il y a oui. de la part de Kounen, de ridiculiser l'homme, hein, de ridiculiser l'humain pour lui rappeler, mais t'es pas grand-chose, détends-toi, voilà. Et ouais, non, c'est vraiment super bien fait. Vraiment, les cachots français sont les plus beaux, je pense, grâce à ce film. Mais je pense que c'est facho de le penser. Si on le dit rapidement, on se fait taxer de facho. Vas-y. Mais oui, mais rien que l'essence misanthrope, rien que cette... Encore une fois, les aspérités de ce film font qu'il est si particulier et qu'il est si agréable à voir. Parce que ça fait 10 ans qu'on attend que Kounen reparte sur un délire pulp et qu'il le fait enfin. 10 ans, putain. Vraiment, j'ai qu'une hâte ici dans ce débat, c'est que tu finisses par regarder les films de Kounen et que tu vois à quel point ce gars a modifié le cinéma français et revient enfin en force. Honnêtement, ouais, j'étais vraiment pas... J'avais pas envie de voir ces films. En fait, j'ai eu 99 francs, peut-être j'ai beaucoup d'a priori sur le film. On va dire peut-être à cause de son auteur, dont le film est adapté, hein. Maintenant, après avoir vu ce film, et puis aussi après l'avoir entendu parler, j'ai vraiment envie de voir ses autres films, hein, parce que il a l'air assez brillant dans tout ce qu'il fait, dans sa vision du monde, en tout cas. En tout cas, ça a l'air très intéressant à suivre. Et puis, j'ai aussi envie de voir le film original et puis de lire le livre. Oui. A priori, voilà, ça va plus loin quand même que... Kounen va dans un embranchement différent. Peut-être qu'il s'arrête un petit peu plus... Kounen prend un embranchement humaniste vers la fin où il décide que c'est bon. Ayant fait souffrir son homme, l'homme a compris que sans l'émotion, il n'est rien et que sans l'humanité, il est réduit à l'instinct, donc à de l'émotion brute non maîtrisée. Il le libère dans la jungle. Il va mourir forcément, mais il peut réaccéder au jour et réapprendre à survivre. Or, le livre est beaucoup plus dark parce que le livre, il ne s'arrête pas de rétrécir et il finit dans l'atome et dans le monde quantique où il va finir par avoir la pensée inverse de Dujardin. Dujardin, je rétrécis, je suis maudit, il faut que je survive et que je réapprenne l'humanité. Là, non, c'est je rétrécis, je suis maintenant dans le monde quantique, j'ai changé de dimension, je suis Dieu. Et en tant que Dieu, vous me devez le respect. L'homme devient de plus en plus colonisateur dans Kounen. Et après avoir colonisé le monde, il s'en est fait bannir, il compte coloniser l'atome. C'est Quantumania, si Quantumania était adapté par un livre fasciste. Du coup, ouais, j'ai envie de le voir, hein. J'ai envie de voir. Et puis, du coup, je trouve ça encore plus fort de sa part d'avoir réussi à détourner l'œuvre originale pour la moderniser en quelque sorte. Ça légitimise, entre guillemets, encore plus ce film, je trouve, d'exister. Et donc, ouais, non, je vais voir l'original, mais en tout cas, moi, je vous conseille mais fortement d'aller le voir, hein. Je sais qu'il y a il y a quoi qui sort cette même semaine-là? Kaamelott 2. Voilà, il y a Kaamelott 2. Donc, bon, moi, j'en dirai rien. Et moi, je dirais, allez voir l'homme qui rétrécit. Voilà. Et même remonter dans le train Kounen, ça fait vraiment 10 ans, plus de 10 ans qu'il se bat pour adapter Epiphania, qui est le sommet de la BD française de genre. Il avait montré un work in progress à Annecy il y a 2 ans. J'ai eu la chance d'y être. Honnêtement, vous pouvez oublier le règne animal qui s'inspirait déjà de cette bande dessinée. Ce que fait Kounen, rien qu'en un simple animatique, contient beaucoup plus de cinéma que 90% de ce qui est sorti en cinéma d'animation récemment. Et puis je voudrais aussi rajouter une chose, c'est il a dit pendant l'entretien qu'ils avaient chopé les droits mi-2023. Ça veut dire que le film a mis à peine 2 ans à se faire. Et quand on voit le résultat final, c'est chapeau, hein, vraiment. Chapeau. Mais rien que les photos de tournage que Kounen aimait balancer sur Instagram pendant qu'il tournait le film, on sentait que ça allait être quelque chose.
Ouais, non, on n'est vraiment pas sur un film de genre balancé comme ça, comme il y en a de temps en temps, adapté voilà, d'un bouquin connu, avec un acteur connu. Non, là, c'est quand même un film qui est vraiment pensé, qui est réfléchi, que ce soit dans son propos ou sa technique. Hein, parce que voilà, il l'a expliqué, ils ont utilisé, enfin, ça a été quand même un gros challenge de pouvoir rendre ce monde immense et qui reste palpable et crédible. Voilà, on est clairement pas dans Arthur et les Minimoys, on n'est pas dans un monde fantastique, c'est vraiment un monde réel qui est rendu immense. Et réussir à faire ça en si peu de temps, d'une manière aussi crédible, franchement, non. Non, franchement, l'humanité est morte en fait. Dans ce film, c'est vraiment la mort de l'humanité. C'est là où Besson, avec les Minimoys, utilise la taille pour décupler l'émerveillement. Coonan le fait pour tuer l'humanité. Et même dans Mon cousin, on sentait déjà que Coonan ne comprend plus l'être humain qui est scindé entre le capitalisme et la vraie humanité. Là, c'en est mort. Quoi. Il utilise vraiment le personnage du capitaliste de Mon cousin pour lui dire que maintenant, l'humanité, c'est ça, et elle est morte. Et Epiphania, qui doit renouer avec la nouvelle humanité, donne quasiment envie de voir si Coonan refera un jour un film humaniste, mais j'en ai très peur. C'est mal parti. Oui. Surtout vu la tournure que prend le monde actuel, je pense pas qu'il Je va pense changer, vraiment retourner sa que, veste, non. au lieu de critiquer l'humain, l'avant, c'est l'humanité qui passe à la casserole. Donc voilà, comme on vous l'a dit déjà, on vous conseille, mais fortement, chaudement, d'aller voir ce film pour soutenir l'initiative, pour prouver qu'on a envie de voir des films de genre comme ça, et pour pouvoir potentiellement avoir des nouveaux projets de Yann Kounen derrière. Bien sûr. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va vous dire à la prochaine. À bientôt. Ciao.